Avant d'aller de l'avant, je tiens à remercier la boutique L'Imaginaire qui a rendu cette vidéo possible. Vous pouvez aller simplement sur leur site web. Vous pouvez regarder dans la description en bas pour tous les détails. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente Civilization A New Dawn. Civilization A New Dawn est un jeu sorti en 2017 par la compagnie Fantasy Flight Games. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ, je dirais, 90 à 120 minutes, donc 1h30 à 2 heures. C'est un jeu, comme on pourrait voir, de civilisation. Donc, beaucoup de contrôle de territoire, de gestion de cartes. Mais par exemple, il ne faut pas s'attendre à la suite du fameux jeu Sid Meier's Civilization qui est sorti il y a quelques années. Pour vous mettre rapidement en contexte, il y a quelques années, en fait, il y a eu quelques-uns qui sont sortis, mais il y a un jeu, Civilization, qui est un gros jeu de table, à peu près d'une durée de 3-4 heures, une espèce de grand jeu complet. En voyant Civilization A New Dawn, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Ah mon Dieu, mais c'est le Civilization 2.0 qu'on attendait. » Eh bien, pas tout à fait. Il faut partir avec l'idée que ce n'est pas Civilization 2.0, mais bien un jeu avec un thème de civilisation. Mais on va aller voir les règles, puis après ça, je vous donne mon avis. Civilization A New Dawn. Donc, pour l'exemple que je vais vous montrer, encore une fois, je vais vous présenter le jeu dans ses grandes lignes. Je n'irai pas à travers tous les petits détails parce qu'il y a beaucoup de petites règles, puis non plus, je ne veux pas que ma vidéo dure 30 minutes de temps. Je veux juste vous montrer un peu comment le jeu se joue et le feeling de jeu. Donc, présentement, j'ai fait pour une partie à 2 joueurs. Donc, les tuiles que j'ai utilisées, dans le livret de règles, ça se trouve être la mise en place de base. Donc, pour une première partie, il suggère cette mise en place-là. Donc, tout dépendant du nombre de joueurs, on va placer certaines tuiles. Donc, par exemple, ici, dans le cas d'une partie à 2 joueurs, on a les tuiles qui sont en rouge. Ça nous permet d'avoir un plateau balancé. Mais, au fur et à mesure qu'on va jouer, on va apprendre un peu plus le jeu. Les joueurs, il y a un mode pour que les joueurs puissent placer leurs tuiles une après l'autre. Il faut voir également que les tuiles sont recto-verso. Donc là, on utilise le côté A. Et voilà. Chaque joueur va prendre sa petite capitale, donc la petite ville avec le dôme rond, et va la placer sur la petite étoile la plus près de lui. Donc chaque joueur va avoir une capitale. Exemple, ici, on a les 2 capitales des joueurs. Je vais revenir au plateau dans quelques instants parce que je veux vous parler du but du jeu. Le but du jeu, c'est quoi? Eh bien, c'est de gagner. Mais pour gagner, les joueurs doivent réussir à compléter 3 objectifs. Et oui, c'est pas un jeu où on va faire des points. En vérité, Civilization A New Dawn est un jeu de course. Ce qu'on va faire, c'est que le jeu nous fournit différents objectifs. Donc, on va en choisir 3 pour une partie normale. On pourra en prendre 4 pour une partie rapide. Les 3 objectifs vont être publics, vont être là, et le but du jeu va être de réussir à compléter chacun des 3 objectifs. Bon, sur l'objectif, il y a toujours 2 côtés. L'important, c'est que si on réussit à accomplir l'un des 2 côtés, on va pouvoir placer un de nos jetons. Donc, chaque joueur a des petits jetons. Et si on complète l'objectif, on va pouvoir le placer dessus comme ça. J'ai pas besoin de compléter les 2 côtés. Puis si jamais je complète l'autre côté, ça ne changera absolument rien parce que le but, c'est vraiment le premier joueur à avoir les 3 objectifs. Maintenant, je vous présente les pièces de joueurs. Premièrement, bon, chaque joueur va recevoir des petites villes, des jetons, des marqueurs de sa couleur, des petites caravanes comme ça. Comme j'ai ici. Chaque joueur va également recevoir ici un dial qui appelle, donc une petite roulette avec des incrémentations comme ça tout autour. Je vais vous expliquer à quoi ça sert dans pas long. Chaque joueur va recevoir des cartes de civilisation. Donc, on voit ici le chiffre 1. Donc, il y a différentes époques, 1, 2, 3 et 4. En fait, ça se trouve être des cartes, les mêmes cartes qui sont des versions plus fortes les unes des autres. Donc, exemple ici, on a la carte de la science. Ici, on a la carte de la science. Eh bien, la même carte de science va se retrouver en niveau 2. Donc, exemple, on peut toujours mettre à jour nos cartes et ça se trouve être les mêmes 5 cartes, si on veut, qui reviennent tout le temps. Donc ça, c'est nos cartes qui vont servir pour nos technologies. Et on va avoir la chose la plus importante du jeu, la barre de focus. Donc, le nerf complet du jeu tourne autour de cette petite barre-là et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, en début de partie, chaque joueur va recevoir une civilisation. Et oui, hein, ça reste un jeu de civilisation, donc il va piocher au hasard. Donc, il y en a un paquet différentes. Ici, Rome, l'Égypte, le Japon, l'Amérique, etc. Donc, admettons, on va choisir la France. Tiens. Et voilà. Donc, au départ, après avoir sélectionné notre faction, bon, chaque carte va avoir une habilité spéciale, mais il faut regarder le setup, donc la mise en place.
il y a une liste de 5 ici comme ça. Ça se trouve être les 5 cartes de base qu'on a. Donc, les cartes de niveau 1, que je vous ai montré tout à l'heure, ça se trouve à être justement les cartes astrologie, Early Empire, maçonnerie, poterie. Et ça se trouve être toutes les mêmes cartes qu'on retrouve ici. Donc, on va les placer en ordre. On va commencer avec, justement, on va mettre la maçonnerie ici, suivi de l'astrologie, suivi de Foreign Trade, suivi de poterie et ensuite Early Empire. Donc ici, nos 5 cartes, ça va être la base même du jeu. Comment le jeu fonctionne? Eh bien, rapidement, c'est très simple, on va sélectionner une carte. Ça se trouve être 5 actions différentes qu'on peut faire. Donc, on sélectionne la carte, exemple, je choisirai poterie, et on va regarder, je vais vous expliquer vite qu'est-ce qu'ils font chacune, mais on suit le texte qui est écrit. Et souvent, le texte va aller selon l'endroit où on est dans la barre de focus. Donc, exemple, ici, ils ont tout un chiffre et un type de terrain. Il faut savoir que plus c'est haut, mieux que c'est. Donc, si jamais vous êtes au numéro 4, c'est comme si vous aviez accès à toutes les autres aussi. Donc, plus la carte va être loin, plus elle va être efficace. Et là, on va être tenté de se dire, ben, c'est facile, on va toujours prendre la dernière. Mais, à certains moments donnés, ça se peut que ce ne soit pas celle-là que vous avez nécessairement besoin. Après avoir activé une carte, donc on va lire le texte, on va activer les effets, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer la carte et elle va retourner à la position numéro 1. Ça veut dire que si on veut jouer celle-là, exemple, on va la jouer, ça va aller là, on va faire glisser, et comme ça. Les tours sont très rapides parce que notre action, c'est simplement de choisir une de ces cartes-là et d'appliquer les effets. Rapidement, je vais vous parler des 5 cartes. On va commencer avec astrologie. Donc, astrologie, c'est assez simple. Bon, ils disent « Advance your tech dial, the number of space ». Ça veut dire qu'il faut avancer notre petit marqueur ici comme ça, du nombre d'espaces sur lequel on est sur la barre de focus. Donc, exemple, ici, on serait 4. On prendrait le petit marqueur et on l'avancerait de 4 petits clics. Tada! L'avantage de monter ces petits clics-là, c'est que lorsqu'on dépasse un chiffre, donc exemple 2, 3 et 4, etc., on va pouvoir débloquer une nouvelle carte. Donc, de la minute que je vais dépasser 2, je vais pouvoir sélectionner une carte niveau 2. Donc, ça se trouve être les mêmes sortes qu'il y a, mais avec une habilité plus forte. Donc, je pourrais choisir, exemple, ici, on va y aller avec la science. Donc, ma carte de science se trouvait être astrologie, mais là, je pourrais débarrer la carte mathématique. Donc, c'est souvent une version plus forte de la carte que j'ai. Je vais tout simplement changer la carte, retirer celle-là du jeu. Bon, je vais appliquer les effets comme ça ici, et on va la replacer comme ça. Plus la partie va avancer, plus nos cartes vont devenir fortes, plus nos habilités vont devenir puissantes, puis ça va faire en sorte de faire une belle rampe pour le jeu. Encore là, il faut toujours le rappeler, c'est une course. Donc, on n'aura pas nécessairement le temps d'avancer notre civilisation pour pouvoir la mettre avec, justement, avoir toutes des choses de niveau 4. Il faut savoir aussi qu'on n'est pas obligé d'y aller en ordre. On n'est pas obligé de passer de 1 à 2, de 2 à 3, etc. On peut sauter directement de 1 à 4. Ça se trouve être les actions qui vont être utilisées pendant la partie. Un autre point important, si on se réfère au plateau de jeu, c'est que vous allez remarquer qu'il n'y a pas de petits bonhommes, il n'y a pas d'unités, des choses comme ça, mis à part les petites caravanes. Donc les petites caravanes se trouvent être les seules unités, si on veut, qui vont être mobiles, mais sinon le jeu marche avec des marqueurs comme ça. Ça veut dire, c'est une façon un peu abstraite de pouvoir montrer notre occupation. Exemple, si jamais ma ville, j'ai des marqueurs d'occupation comme ça ici, c'est comme si les frontières de la ville étaient étendues un peu plus loin. Ça va être très important et il faut savoir qu'il y a également deux côtés. Il y a un côté renforcé avec un rond tout autour. Ça va servir à pouvoir me donner un bonus militaire si on veut se défendre. Si on veut s'imaginer un peu, on pense que c'est toutes des unités un peu militaires ou des gens qui peuvent se battre. Donc si j'ai initié un combat, je vais quand même pouvoir l'initier à partir d'une case amicale. C'est juste qu'il faut comprendre qu'il n'y aura pas de paquet de petites figurines qui se promènent sur le plateau de jeu. Comme je vais y revenir tantôt dans mon avis final, mais c'est pas une mauvaise chose, ça permet de pouvoir simplifier le jeu. Sur le plateau de jeu, comme j'expliquais ici, il y a des ressources. Donc, si jamais on vient à occuper d'une façon ou d'une autre un espace comme ça, on va pouvoir prendre les ressources et les placer devant nous. Donc, il y a quelques ressources disponibles sur le plateau. En gros, qu'est-ce qu'ils font les cartes? Donc, comme j'expliquais déjà, mathématiques, la science permet d'avancer ça ici pour pouvoir avoir des nouvelles technologies. Foreign Trade, ça se trouve être la carte de l'économie. Donc, ça se trouve être des cartes ici avec des petites caravanes. Qu'est-ce qu'ils vont faire les caravanes? Eh bien, ils vont se promener sur le plateau de jeu. Leur but à eux, c'est d'aller réussir à aller dans les villes-États, donc les city-states, pour pouvoir, si on veut, aller chercher des trade goods qu'on appelle, donc des denrées, qui sont représentées par des petits barils comme ça.
On peut également l'envoyer chez un autre joueur, donc la caravane peut se rendre dans la capitale ou dans une ville d'un autre joueur sans problème, et ça va nous permettre d'obtenir des bonus. Le jeu nous encourage fortement à aller de l'avant avec nos caravanes, parce que la preuve, il y a juste les barbares qui sont présentés sur le plateau de jeu ici avec petits casques qui peuvent briser nos caravanes. Les autres joueurs ne pourront jamais attaquer les caravanes. Chaque fois que je te présente le jeu, chaque fois que j'en informe, il ne faut pas avoir peur d'aller avec nos petites unités comme ça à travers les villes des adversaires parce que c'est très important. Ça va nous permettre également d'obtenir des cartes de diplomatie. Bon, sans rentrer dans les détails, si on a de la diplomatie avec une autre nation, donc un autre joueur, ça va souvent nous donner des bonus. Tant aussi longtemps qu'on est en paix avec lui, on va avoir un avantage. Donc, exemple, plus d'attaques pour attaquer les autres, ou encore, chaque fois qu'on va aller sur une de ces villes, on va obtenir un bonus. Ça se trouve à être l'action économie. Ensuite, l'action ici, l'action de culture. L'action de culture, ce qu'elle va nous faire, c'est que ça va nous permettre de placer des control tokens. Les control tokens, c'est les petits marqueurs qu'on a ici. Donc, au début, ils vont nous dire qu'on peut placer des marqueurs à côté d'une ville. Par exemple, je placerai 2 marqueurs comme ça, et si on veut, j'étendrai un peu mes frontières. La maçonnerie se trouve à être l'action militaire. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'action militaire? Bon, encore là, dans sa version de base, on va pouvoir renforcer des tokens, donc comme j'expliquais, les renverser de bord, ou sinon, on peut faire des attaques. Comment les attaques sont faites? Sont souvent faites à partir d'une case amicale. Donc, exemple, si on contrôle la case, on va pouvoir attaquer à, exemple ici, c'est 2 cases. Comment les combats fonctionnent? Exemple, admettons que l'adversaire aurait un token ici, je pourrais dire que j'essaie d'attaquer le token qui est là. Mon but à moi, ça va être de réussir à le convertir. Et si jamais je réussis à gagner le combat, ça va se faire comme ça. Grosso modo, le combat, comment il fonctionne? Chaque case, si on veut, chaque chose qu'on va vouloir attaquer a un ratio de défense différent. Donc, exemple, si on voudrait attaquer un token, ça se trouve être le terrain qui se trouve être sous lui. Les numéros de token, donc ici, là, la plaine, c'est 1, la forêt, c'est 2, les collines, c'est 2, les forêts, c'est 3, le désert, c'est 4, et les montagnes sont 5. Donc, si on se trouve sur une montagne, on va souvent avoir une défense plus forte. Il y a également les villes-états qu'on peut attaquer, qui sont assez difficiles à faire, ou on peut attaquer les villes des autres joueurs, qui vont également avoir un bonus selon l'emplacement qu'ils vont avoir. Au combat, on va toujours avoir à lancer également un dé. Le jeu est assez simple, ça nous permet de ne pas rendre le jeu tout à fait du hasard. Oui, il y a une petite dose de hasard qui va se faire avec le jet de dés, mais sinon, en gros, le combat va se faire que on peut quand même assez évaluer la situation. Donc, on va pouvoir lancer un dé. Donc, souvent, la carte va nous dire on a un bonus, selon le positionnement dans la barre de focus, on a un bonus pour pouvoir avec notre dé. Donc, exemple, j'aurais un plus 4 si je réussis, 4, ça ferait 10. Et ensuite, il y a l'action de l'industrie. Donc, ça soit être la dernière action qu'on peut faire, c'est de construire des merveilles du monde. Bon, ma production équivaut au slot number. Ça veut dire que selon le positionnement, encore une fois, ça va toujours nous permettre de faire l'action d'une meilleure façon. Qu'est-ce que c'est les merveilles? En fait, les merveilles sont représentées par des petits jetons comme ça ici. Si jamais on avait qu'à avoir une merveille, exemple, j'aurais acheté une merveille mauve, je pourrais placer ça sous une ville, comme ça, et ça représenterait que ma ville a la merveille du monde. En début de partie, selon le nombre de joueurs, on va tirer un certain nombre de merveilles. Donc, il y a des merveilles de 4 couleurs différentes, et on va toujours revirer la première sur le dessus ici. Donc, exemple, le Great Zimbabwe ici, ils ont souvent des habiletés très puissantes. Donc, si on réussit à avoir une merveille du monde, habituellement, c'est un gros bonus qu'on va avoir, mais on est limité par le nombre de villes. Il y a également beaucoup d'objectifs. Donc, si je reviens aux objectifs de partie ici, qui vont nous dire que pour réussir à remporter l'objectif, il faut avoir 2 merveilles mauves. Ça veut dire que si le but c'est d'avoir des merveilles mauves, ou encore ici des merveilles bleues, mais il y a vraiment peu de chances que les gens aillent vers les merveilles rouges ou jaunes parce qu'il n'y a pas vraiment d'incitatif à ça, ça reste une course. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qu'on va réussir à aller voir, à moins que l'habilité soit vraiment forte pour nous autres. Donc, il y a vraiment beaucoup de merveilles différentes dans le jeu, dans les couleurs différentes. Et ils ont tous des habilités intéressantes. Également, il y a une valeur de construction. Ça, c'est quand on va vouloir la construire. Bon, exemple, la poterie nous dit qu'on utilise la valeur ici, donc 5. Donc, on aurait une valeur de construction de 5. Et si on veut, dans le bas, en bas à droite, on a des ressources. Donc, comme je vous ai montré tantôt, sur le plateau de jeu, il y a différentes petites ressources qu'on va pouvoir réussir à prendre si on a l'occupation de la case. Quand on prend les ressources, on va pouvoir les utiliser justement pour pouvoir, exemple ici, bon, très mauvais exemple, du diamant. Si jamais j'ai du diamant et je veux construire le Grand Zimbabwe, ça va me prendre une production de 9. Donc, le positionnement sur la barre de focus et chaque ressource qu'on peut donner va baisser la valeur de 2. Donc, on peut utiliser autant de ressources qu'on veut. Ça va nous permettre de pouvoir réussir à acheter les différentes merveilles du monde.
Bon, il y a différentes choses aussi qu'on peut faire pendant la partie. Comme je disais que avec les caravanes, on va souvent aller chercher des petits jetons, des trades. Les trades, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'on va les mettre sur les cartes. Ces cartes-là, toutes les cartes en fait, ils ont tous dans le bas une mention qui dit que si on utilise un trade token, on peut placer un contrôle de plus. Donc, ça bonifie chacune des actions. On a le droit d'avoir un maximum de 3 petits tokens sur chacune des cartes, mais ça va nous permettre de pouvoir justement utiliser l'action plus forte. Plus ça va aller, plus dans la partie, on va réussir à débarrer des petits cubes comme ça. Ben, ça va faire en sorte que justement, on va pouvoir choisir sur laquelle qu'on va placer nos choses. Chacune des villes qu'il y a sur le plateau de jeu a également des cartes de diplomatie. Ça se trouve être des petits bonus. Si on envoie une caravane, on va avoir des bonus pour chacune des villes, tant aussi longtemps qu'on reste pacifique avec cette ville-là. Donc, si jamais on va attaquer Buenos Aires, on va perdre tous les petits bonus qu'on a. À chaque tour, à chaque grand tour de jeu, on va avancer une petite roulette comme ça ici. Ça va nous dire qu'est-ce qui se passe avec les barbares. Exemple ici, les barbares qui se déplacent. Les barbares sont représentés par des petits jetons ici, et ils sont assez idiots. Oui, c'est les barbares qui sont pas très brillants. Ici, sur le bord du plateau, on se trouve être une petite genre de rose des vents avec des chiffres. Ça va nous dire de quel côté que les barbares vont se déplacer. Donc, il y a les numéros de 1 à 6. On va la placer comme ça. Quand les barbares vont se déplacer, le premier joueur va simplement lancer le dé et on va regarder dans quel côté ils se dirigent. Donc, exemple, ils vont se diriger par là. Les barbares sont assez simplistes. Ils se déplacent toujours d'une case. S'il y a de l'eau, ils vont nager jusqu'au bout. S'il touche le fond de la case, exemple, mettons qu'il reviendrait ici, ben, il fait simplement retourner de l'autre côté. Si jamais un barbare touche à un de vos petits jetons, vous allez le perdre. Si jamais le jeton était renforcé, à ce moment-là, il va tomber du côté normal et ça va continuer comme ça. Cependant, si le barbare tombe sur une ville normale, donc pas votre capitale, eh bien, il va immédiatement détruire votre ville. Donc, pour faire attention, il faut essayer de gérer un peu les barbares, parce que si on les laisse se rapprocher de nos villes, ben, ils vont pouvoir rapidement nous enlever nos choses. Puis, ben, étant donné que c'est une course, on ne veut vraiment pas être ralenti par rapport à ça. Le jeu a beaucoup de petites choses que je ne vous ai pas expliquées, mais je voulais au moins vous donner un aperçu assez rapide, de comment le jeu se joue. Et voilà, ça fait le tour des règles de Civilization A New Dawn. Bon, comme à l'habitude, c'est assez difficile, j'ai pas pu expliquer toutes les règles dans tous les détails, parce qu'il y a beaucoup de petits points de règles. Le jeu n'est pas nécessairement compliqué, mais par exemple, il faut savoir, il y a beaucoup de petites exceptions. Un premier petit point négatif, c'est que le jeu ne vient pas avec un aide de joueur. Donc, des fois, il y a souvent des jeux qui vont venir avec des petits aides qui nous aident à nous rappeler les différentes actions. C'est assez rapide. On a 5 actions à faire. Donc, dans la barre de focus, il y a 5 choses différentes qu'on va pouvoir faire. Avoir une petite mémoire, j'avoue que ça aurait pu aider. Moi, pour ma part, je suis allé sur Board Game Geek, je me suis imprimé un aide-mémoire recto verso, là, juste pour me donner une grande idée. Mais je dirais qu'après la deuxième partie, j'en avais pratiquement plus besoin. C'était vraiment juste à titre de référence rapide. Mais sinon, ça m'a aidé beaucoup à comprendre, parce que sinon, on va tout le temps feuilleter dans le livre de règles. Le livre de règles est bien fait, il y a beaucoup d'exemples, puis il faut apprendre à naviguer un peu à travers. Mais je vais vous parler du jeu en tant que tel. Donc, comme on disait, on l'a souvent comparé, est-ce que c'est le Civilization 2.0 que les gens s'attendaient? Absolument pas. Si on part dans l'idée d'avoir un même jeu qui va nous donner le même feeling absolument épique d'avoir un jeu de civilisation, vous ne l'aurez pas. D'ailleurs, je vous conseille, si jamais vous voulez ce feeling-là, d'aller voir le jeu Clash of Culture. Personnellement, c'est mon jeu de civilisation grandiose préféré. Je suis un fan de Sid Meier's Civilization, le jeu de PC. J'y ai joué temps partiel par-ci par-là, à travers le temps. Je ne suis pas un assidu gamer de jeux vidéo, mais à chaque fois que j'avais retourné à jouer sur un ordinateur, je vais toujours chercher ces titres-là parce que c'est un concept qui m'a toujours intéressé. Encore là, les gros jeux comme Civilization, le premier, c'est souvent des jeux qui sont énormément longs. Même Clash of Culture, malgré le fait que je l'adore, c'est pas un jeu que je vais sortir souvent parce que c'est un jeu qui est très long avec l'arbre de technologie, etc. Civilization, quand il est arrivé, ils se sont dit, on va vous donner une Civilization en 90 à 120 minutes. Savez-vous quoi? Le temps de jeu est absolument exact. J'ai joué une partie à 3 joueurs qui a duré 1h30. J'ai joué une partie à 4 joueurs qui a duré 2 heures. Ça s'est toujours trouvé dans ces trames-là. Ma partie à 2 joueurs, même, s'est terminée aux alentours d'à peu près 1 heure. Fait que je dirais que, en moyenne, donner une demi-heure par joueur, ça va vous donner un topo exact du temps que ça prend. Fait que ça, là-dessus, ils n'ont pas menti. Sauf que, par exemple, étant donné que tu fais ça plus court, eh bien, c'est certain qu'il va y avoir un côté qui va manquer. C'est un jeu de course. Il faut se rappeler ça. C'est pas un jeu où on va pouvoir établir notre civilisation, établir notre dominance, puis réussir à amener ça. Parce que souvent, la partie va commencer à bien aller, puis la course va se terminer. Fait qu'on a l'impression des fois d'avoir un sentiment pas accompli. Mais par exemple, c'est pas une mauvaise chose parce que le jeu est clair. C'est pas le grand feeling qu'il veut nous donner, c'est ça, c'est un feeling de course. Mais je dirais qu'à la fin de chaque partie, je me dis toujours,
il me semble que j'aurais continué une coupe de tours. Tu sais, ça commence à bien aller. C'est comme un jeu comme Agricola, par exemple, qu'on va souffrir tout le long de la partie. Puis, je dirais, au 13e tour, dans le coin de la fin, là, ça commence à bien aller. Puis, on se dit, hey, parfait, j'ai une machine qui va rouler. Et le jeu se termine. Fait que ça nous laisse un peu sur notre appétit, mais pour une bonne raison. On peut rajouter un 4e objectif, puis le jeu continuerait, sauf que je dirais qu'étant donné que c'est une course, quand c'est bien parti, c'est que plus ça va, puis ça prend une bonne courbe. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, pas nécessairement, parce que c'est justement le feeling que le jeu a voulu nous donner. Un jeu qui appelle, en anglais, il utilise le mot streamlined. Donc, c'est simplifié d'une certaine façon, mais ils l'ont pas fait trop simpliste non plus. La gestion de territoire avec les petits jetons. Il y a beaucoup de gens qui sont tout train de dire « Ah, mais pourquoi c'est pas des unités? J'aurais aimé ça me déplacer avec une unité militaire ou des choses comme ça. » Mais ils ont justement voulu rendre le concept un peu plus abstrait. C'est un peu plus un contrôle de territoire. Le fait qu'on puisse attaquer avec chacune, je compare ça à si vous avez joué aux jeux de PC, les frontières qu'on avait autour, puis plus notre nation avançait, plus notre nation, les frontières s'étendaient. Je vois ça un peu comme ça. On va s'établir les villes un peu partout sur le plateau, puis quand il commence à avoir vraiment beaucoup d'actions militaires en tant que telles, souvent, c'est un prémisse que la partie va bientôt se terminer, parce que les joueurs, quand ils sont rendus là, fait que c'est certain qu'on continuerait la partie pendant quelques temps, puis je pense que ça ferait juste, si on veut, accélérer le processus des choses. Fait que c'est pas une mauvaise chose, et malgré que beaucoup de monde vont dire, parce que oui, sur les réseaux sociaux, les gens ont donné une opinion, il y a beaucoup de gens qui ont une opinion négative de ce jeu-là. C'est pas un mauvais jeu. Donc, je vais y aller avec qu'est-ce que j'aime du jeu, parce qu'il y a beaucoup de choses. Premièrement, la barre de focus. Le point central de tout le jeu, c'est la barre de focus. J'ai pas expliqué en détail pendant mon explication des règles, mais à certains moments donnés, des fois, il y a des terrains aussi sur les chiffres de 1 à 5, et on va pouvoir se déplacer ou construire seulement sur le terrain de ce type-là. Je m'explique, si on est une montagne, on est numéro 5, on peut accéder à tout, il n'y a pas de problème. Mais si notre carte est en numéro 3, on peut juste se déplacer sur la forêt, la plaine, puis la prairie. Ça veut dire que ça va limiter notre déplacement. Donc, par exemple, les caravanes qui vont se promener, bon, je n'ai pas tout à fait expliqué ça en détail, mais les caravanes vont seulement pouvoir se promener sur un terrain qui aurait le droit. Donc, quand on va prendre la carte à un certain endroit. Le fait que les cartes retournent toujours en arrière, ça décale, le concept est vraiment bien pensé. Mais là, il y a des gens souvent qui disent, c'est ça, on va prendre tout le temps la 5e, c'est la carte qui est la meilleure. Mais ça va arriver souvent que tu n'as pas besoin de cette carte-là immédiatement. Tu te dis, dans 2 tours, ça serait bon, mais en attendant, tu vas jouer les autres. Mais après ça, tu vas arriver à un endroit que il faut absolument que ta carte soit en position numéro 5 si tu veux, exemple, construire sur un différent type de terrain. Fait que ça fait en sorte que tu es obligé de jouer avec tes cartes comme ça. L'ordre dans lequel ils sont augmentés. Donc, encore là, on a des technologies, de 4 technologies différentes. Les 5 cartes qu'on a, ça va être les mêmes 5 cartes pendant toute la partie. On ne pourra pas les changer. Exemple, on ne pourra pas avoir 2 cartes scientifiques puis essayer de laisser tomber le côté économique. Pas du tout. Le jeu est fait en sorte pour qu'on puisse choisir une stratégie puis qu'on aille de l'avant. Oui, tout le monde a les mêmes cartes. Mais je dirais que c'est pas une mauvaise chose parce que les joueurs vont quand même avancer leur civilisation de manière différente. C'est certain qu'on n'a pas un sentiment unique, bon, mis à part un petit pouvoir que chaque joueur va avoir, mais sinon, on n'a pas un sentiment vraiment d'être tellement différents les uns que les autres, mais ça aurait nécessité encore là beaucoup plus de temps. Puis si tous les joueurs avaient des cartes différentes, ce serait un peu plus dur aussi de faire le suivi. Parce que des habilités, il y en a, puis il y en a beaucoup, je dirais. Personnellement, chaque fois que j'ai joué, à un moment donné ou à un autre, j'ai toujours oublié 1 ou 2 de mes habilités. Exemple, sur une carte, j'avais construit une merveille du monde qui me permet d'additionner 2 à chaque combat. Parfait, fantastique. Mais à un moment donné dans la partie, dans le feu de l'action, j'ai complètement oublié. Fait que je dirais qu'il n'y a pas tant de choses que ça à garder le suivi, mais j'ai quand même réussi à perdre un peu le compte. Fait que c'est certain que si les cartes en plus de ça étaient toutes uniques, ben là, ça rajouterait une autre bande d'apprentissage, mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Comme je dis, ils se gardent la porte ouverte très grande pour pouvoir faire des expansions éventuelles, ça c'est vraiment clair. Mais sinon, j'ai trouvé que la bande, justement, la barre de focus était vraiment géniale. Le fait qu'on choisisse les cartes dans quel ordre, les cartes de niveau 4 sont vraiment, vraiment fortes. Ils vont nous permettre d'attaquer très, très loin ou d'avancer un paquet de petits tokens, de pouvoir contrôler, même de renverser, si on veut, des gouvernements en tant que tel. On peut renverser les marqueurs de l'autre sans même se battre. Juste par la culture, on va influencer ces jetons. Ça fait en sorte que, encore là, quand on est rendu vers la fin, nos actions sont très, très puissantes, puis ça va faire accélérer la fin de la partie. Il faut garder en œil les objectifs parce que les 3 objectifs qui sont là, ça se trouve être vraiment le nerf de la guerre. Comme je disais un peu dans mon explication de règles, si, exemple, il faut avoir les merveilles du monde rouge, les merveilles du monde jaune, j'ai vraiment peu d'incitatifs à construire les autres couleurs. À part si l'habilité est vraiment puissante, mais à ce moment-là, souvent, des fois, ça va nous ralentir un peu. Fait que je dirais que d'aller chercher les merveilles du monde comme ça. Des fois, selon les différents objectifs qu'on va avoir dans la partie, il va falloir contrôler un certain nombre de ressources, aller chercher différentes villes, avoir un nombre de villes partout sur le plateau. Fait que ça va faire en sorte que les parties vont être différentes. Puis étant donné qu'il y a comme 2 côtés, ça donne toujours le choix aux joueurs.
Comme je l'ai dit dans les règles, ça ne sert à rien de faire les deux. L'important, c'est de réussir à compléter chacune des cartes, un des deux objectifs, et c'est la fin de la partie. Donc, mon appréciation globale de Civilisation, parce que là, j'essaie toujours des deux côtés, j'essaie de faire attention en pesant sur mes mots, parce que, comme je dis, le jeu a un peu de presse négative en pensant que c'était la deuxième arrivée de Civilisation, mais personnellement, je l'ai bien aimé, ils ont simplifié les choses sont bien faites, ça demande une petite courbe d'apprentissage, j'ai joué là, à date 6 parties, avec 2, 3 puis 4 joueurs. Fait que j'essaie un peu, la partie je joue différemment quand on est à 2 ou à 4, mais j'ai pas nécessairement détesté mon expérience à 2. C'est certain que si on commence à y aller militaire puis que l'autre n'est pas préparé, ça va être assez d'un côté, mais la plupart des jeux de ce genre-là, ça se trouve être ça. C'est du contrôle de territoire à 2, je sais pas, tu sais. Fantasy Flight se garde la porte grande ouverte, comme je disais, pour des extensions, des nouveaux plots, des nouvelles choses. Ça dépend toujours comment que le jeu va fonctionner. Mais en gros, j'ai été satisfait de Sid Meier's Civilization. Ça a réussi à nous donner un petit feeling de civilisation dans un jeu qui avec une durée de temps jouable. Parce que, on se le cachera pas, c'est vraiment le point fort de ce jeu-là, d'avoir un thème de civilisation qui joue à 1h30. Je suis certain que même à 4 joueurs, à 1h30, on va réussir à faire la partie les prochaines fois parce que quand on est habitué après 2 ou 3 parties. Fait que, personnellement, c'est un jeu que je recommande. C'est pas nécessairement pour tout le monde. Si j'avais à lui donner ma classique note sur 6, puis je vous le rappelle, 1, c'est un jeu qui est vraiment mauvais. 2, c'est un jeu qui est OK. 3, c'est un bon jeu. 4, c'est un excellent jeu. 5, c'est un jeu qui est absolument génial. Puis 6, ça se retrouve dans mon top 10. Fait que c'est un peu bizarre comme façon de fonctionner, mais vous allez vous y habituer. Pour Civilisation, je vais lui donner la note de 3 sur 6. Encore une fois, c'est un bon jeu, mais c'est juste pas un jeu qui est excellent. Ça donne un bon feeling, mais comme je disais, à la fin des parties, on sent un peu ça a fin notre appétit, mais c'est le prix à payer pour justement pas jouer un jeu de 3-4 heures. Fait que c'est un peu bizarre parce qu'il réussit bien à faire ce qu'il veut, mais on finit toujours par en vouloir un petit peu plus. Fait que c'est pour ça que je lui donne la note de 3. Mais si jamais c'est le genre de truc qui vous intéresse, je vous invite à aller le voir. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.